On est parti. Salut à tous. Bienvenue dans le nouvel épisode du No Limit Nati Podcast. J'ai failli dire au-delà des entraînements, mon ancien podcast. C'était assez drôle de en dire. On est dans le huitième épisode. Ça avance encore, ça évolue bien. On a eu un petit temps, je crois, 2 semaines sans épisode. On va essayer de Ouais, refaire un peu plus souvent parce que les retours sont toujours très positifs et ça aide pas mal de monde. Donc, tant mieux pour ça. Merci à tous ceux qui écoutent, que ce soit YouTube ou Spotify. C'est les deux plateformes où on est. Ce qui est lien, exact. etc. Et de toute façon dans la description si jamais. Voilà, n'hésite pas à en parler autour de toi si jamais ça peut aider bien sûr du monde, c'est toujours un plaisir. Ici tout va bien. Comment ça va chez toi du coup? C'est moi qui fais l'intro, donc c'est à moi de te poser la question. Est-ce que tu t'es bien Yes. habitué du coup à ton nouvel environnement, nouvelle Eh salle, ben, écoute, nouvel tout va appart, bien. Il fait nouveau froid. décor, Nouveau encore décor. une Eh, fois. je suis monté à l'étage pour changer un peu. Mais non, non. Bon, écoute, du coup, pour ceux qui savent pas, je l'avais un peu dit sur Instagram, mais là, actuellement, j'ai aménagé à Dijon. Du coup, je passais de Nîmes à Dijon. Je vois le changement de température déjà, en sachant que l'an dernier, à cette même époque, j'étais vers Romans-sur-Isère. En vrai, le temps, c'est la même chose. Je m'attends à avoir un hiver où on va sortir. J'ai acheté une cagoule pour aller pour aller step. Comme ça, je suis sûr et certain de ne pas avoir froid. Non, l'environnement est bon, la salle est plus ou moins bonne. Et là, j'ai vu une nouvelle salle que je vais aller tester cet après-midi, qui est en full Panata. On va voir ce que ça donne potentiellement. Donc, enfin, Dijon, il y a un méga gigafit, non, à Dijon? bah ouais, il y a un Gigafit, mais il est full Technogym. En fait, un Ok. Fitness Park bis. Et J'étais du persuadé coup, qu'il était en Panata. Ok. bah, je crois qu'il y a une ou deux machines Panata. Et c'est une extension triceps, quoi. C'est pas le top top. Mais ouais, faut chercher un peu dans ces villes-là, les salles, elles sont un peu. Enfin, faut chercher, tu vois. Là, la salle qui est en full Panata, de base, c'est une sorte de centre d'aquagym. Il faut vraiment aller la chercher, faut vraiment avoir envie d'aller là-bas, quoi. Mais ouais, les patrons ont l'air cool. Et, ça a l'air d'être un peu plus bodybuilding que la salle dans laquelle je pouvais m'entraîner actuellement, que j'avais mis sur Insta, qui était bien. Il y avait un bon pendulum, mais voilà, il y a le pendulum, mais c'est tout, quoi. À part ça, il y avait. C'est bien, tu as les poulies doubles, etc. Mais ouais, l'environnement, bah forcément, comme tout, faut s'adapter, faut chercher un peu, bricoler un peu. Mais sinon, voilà, là, actuellement, je vais bien. Du coup, huitième épisode pour le podcast. Très content de faire ça. Et au final, bon, comme tu disais, on garde quand même un bon rythme. Tous les 2 semaines, je pense que c'est ce que l'on va faire par la suite, plutôt qu'en mettre un toutes les semaines, histoire que vous ayez le temps de les écouter aussi, de nous faire vos retours, parce que bah, forcément, tout le monde n'a pas forcément le temps d'écouter ça en une semaine. Mais en tout cas, voilà, comme a dit Flo, très content des retours, très content des questions. Là, pour le podcast, on a aussi reçu pas mal de questions. Et le podcast, cette semaine, le sujet, ce sera un peu de parler d'entraînement. On va essayer de faire un peu le tour de notre vision de l'entraînement, se perdre un peu sur le sujet, aborder différents sujets. Forcément, c'est un sujet qui est quand même très vaste, où on peut aborder tellement de points, on pourrait faire tellement de sujets sur chaque partie que l'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va essayer de voilà, de partager un peu notre vision des choses, nos connaissances là-dessus, pour vous aider à faire vos programmations, vous aider à vous améliorer tout simplement dans l'entraînement, dans votre vision du bodybuilding, et bah, de devenir de meilleurs athlètes et surtout d'avoir de meilleures performances au final et de devenir de meilleurs athlètes. Du coup, là, l'idée, c'était surtout ouais, de parler training, parce que, bah, comme souvent on peut nous le dire, je pense que tu es d'accord avec nous, on partage un peu, on véhicule quand même une vision du training qui peut. Alors, souvent, les personnes vont nous dire, ouais, on a une vision un peu du training qui est hardcore bodybuilding, plutôt axé, ouais, vision anglaise, etc. Je sais pas si on peut. Je sais pas si tu es d'accord avec ça, forcément. Euh, mais ouais, hardcore bodybuilding, ça dépend parce que bien entendu, on aime bien s'entraîner fort. Maintenant, on s'entraîne pas simplement fort pour s'entraîner fort avec des mouvements bâclés. On n'a pas forcément cette mentalité no pain, no gain. Tu peux l'avoir durant l'entraînement. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien avoir, mais ça a ses limites. Le no pain, no gain, tu peux l'avoir durant l'entraînement. Maintenant, est-ce qu'il faut absolument tout le temps pousser la machine, ne pas s'écouter, aller se blesser, potentiellement. Forcer à aller s'entraîner. Imaginons,
Bah, par exemple, ça peut être le cas, tu vois, je pensais à moi hier ou avant-hier, j'ai fait beaucoup de routes, j'étais bien fatigué, je savais que ben, potentiellement mon entraînement, il allait pas être très très productif, j'étais fatigué, donc je préférais skip et ça peut être le cas si t'es blessé, si tu vois que t'es très très fatigué. Des fois, avant forcément la mentalité no pain no gain, ça va simplement t'amener beaucoup plus de fatigue nerveuse, te blesser ou t'empêcher d'évoluer par la suite. Et alors certes, aller skipper un entraînement, c'est pas ce que je conseille. Maintenant, skipper un entraînement pour être sûr et certain que tu as assez de récup et par la suite pouvoir continuer à évoluer et ne pas se blesser, c'est toujours quelque chose que je conseillerais. Donc mentalité de no pain no gain à l'entraînement dans le sens où voilà, tu y vas et tu dois te faire mal sur le set, dans le sens où ne te limite pas dans la fatigue, dans l'effort que tu vas fournir, certes, parce qu'au final, le bodybuilding, l'effort n'est pas négligeable. Il va falloir que tu te donnes. Maintenant, no pain, no gain dans le sens la douleur passe avant les gains, pas forcément, ça dépend sur quoi on parle, mais ouais, on a une vision qui est beaucoup, mais qui peut être un peu différente de certaines personnes en France. D'ailleurs, bah, moi j'aime bien, ça permet d'apporter un autre spectre au bodybuilding. Donc je pense que notre vision sur l'entraînement, comment on perçoit ça, comment on voit les choses, comment on voit les performances en entraînement, savoir se mettre dans sa bulle, savoir réussir à être performant sur un set, c'est des questions également que je recevais ben, moi-même sur mon compte Insta perso, sur comment gérer la fatigue nerveuse, comment être fort sur un set, comment devenir bon, comment se mettre dans sa bulle, etc. C'est des choses qu'on va pouvoir un peu ben, partager notre vision là-dessus. Parce que bah, que ça soit toi, que ça soit moi, on le voit sur nos carousels d'entraînement, il n'y a pas de triche, on est vraiment 200% dedans, on est focus, comme beaucoup de personnes en France, mais c'est vrai que beaucoup de personnes nous voient comme des personnes qui aiment s'entraîner dur, ce qui est le cas, très de manière un peu hardcore, hardcore bodybuilding. Donc ça nous permettra de partager un peu notre vision et casser certains mythes ou certaines choses que les gens peuvent peut-être se faire de nous, ou tout simplement apporter notre vision sur le sujet. Donc voilà. Toi, comment tu perçois ta... Alors, aussi, on pourra aborder la manière dont nous, on s'entraîne et la manière dont on peut construire une programmation. Donc, notre programme à nous et la manière dont on programme. Toi, comment tu décrirais tes trainings en termes d'intensité? En termes d'intensité, comment tu fais pour avoir un bon training, t'assurer d'avoir un bon training? Ça peut passer par avant l'entraînement aussi, parce que forcément, la routine, la mise en condition, le pré-workout, tout c'est quelque chose qui est intéressant. Le post également, et potentiellement, je sais que souvent, tu utilises des bots aussi. Je pense que certaines personnes l'ont vu sur Insta. Ça peut des fois intriguer, certaines personnes ne Après, savent ouais. pas ce que c'est. Ouais. Donc, forcément, l'entraînement, comme je disais, il y a beaucoup, beaucoup de choses, donc on va essayer de toucher un peu à tout. Mais comment tu gères ton entraînement, comment tu vois les choses, et aussi, ouais, comment tu la places dans ta journée, ça peut être intéressant, ça aussi. Pas mal de choses. Ah, déjà, effectivement, tu as parlé du no pain no gain à 100%. Je pense que déjà, le no pain no gain, je pense que maintenant, on a bien compris en 2025 à 2026 que c'était, pour pas dire débile, Ah, un peu bullshit. non intelligent. Puisque si tu veux progresser, que tu veux devenir un bon bodybuilder, encore plus naturellement bien sûr, puisque c'est quand même le personne à qui on s'adresse le plus, il faudra du temps. Les bons bodybuilders, les bodybuilders pro, les bodybuilders qui gagnent des shows pro, les bodybuilders qui ont des gros physiques, la plupart du temps sont effectivement avancés dans l'âge, même si même de plus en plus jeunes, il y a de très bons physiques et tant mieux pour ça. Le no pain no gain, c'est pas forcément une bonne chose parce que si tu sais pas t'écouter, dans les moments potentiellement où t'as de la force, potentiellement en phase de masse, etc., bah, tu vas encore moins t'écouter quand tu seras potentiellement plus faible, donc en sèche. Et bah, du coup, moins tu vas manger, moins bien tu vas récupérer, Hmm. normalement, puisque simplement, t'amènes moins de nutriments. Donc, potentiellement, bah, tu seras beaucoup plus fragile. Donc, c'est là que des blessures peuvent arriver. Et une blessure en sèche, en fait, c'est quand même un peu comme une blessure en prise de masse. En tous les cas, ça reste une blessure. Ça voudra dire potentiellement, dans le moins pire des cas, un petit arrêt et tu vas pouvoir repartir. Dans potentiellement le pire des cas, un gros arrêt, un muscle arraché, un tendon arraché et du coup, un physique qui est plus forcément autant esthétique. Et du coup, pour un bodybuilder qui veut être compétitif, bah, peut-être pas l'arrêt de sa carrière, mais en tout cas presque. Donc, il faut pas toujours voir effectivement les blessures comme quelque chose de grave. Tu peux te blesser et au final, bah, c'est juste que voilà, ça arrive. De toute façon, en tous les cas, on s'entraîne fort et intelligemment. Et il y a forcément un moment où effectivement, il va y avoir une petite douleur, une petite contracture au trapèze, une petite douleur un petit peu au coude, etc. Ça fait un peu partie du jeu et c'est normal. Il faut juste savoir l'écouter et du coup, bah, derrière, se dire, OK, est-ce que bah, j'ai bien récupéré? Est-ce que je suis certain d'avoir fait bien mon mouvement? Est-ce que j'ai bien gagné, etc. Et après, ça passe. Quand tu t'entraînes fort, en tous les cas, forcément, ça t'arrive quelque chose. Et je me rappelle effectivement, c'était Gundil, je crois, qui disait.
Alors attention, ce que je vais te dire là, j'approuve pas du tout, mais en tout cas, c'est lui qui le disait. Il disait qu'effectivement, si tu t'es jamais blessé ou fait mal sur un truc, c'est que du coup, tu t'entraînes pas bien. Je pense que c'est une mentalité absolument débile. Dire un truc comme ça, c'est quelque chose qui est absolument débile. C'est pour ça qu'il y a des choses qui sont à apprendre et beaucoup de choses aussi qui ne sont pas à apprendre. Parce que je pense qu'on est dans une ère actuellement où les gens, ils ont compris qu'on peut faire de grandes choses sans forcément être débile. On peut réussir à bien s'entraîner sans forcément y aller comme quelqu'un qui ne réfléchit pas et qui pousse comme un débile, encore une fois. On est sorti un peu de cette ère du bodybuilder, c'est juste un mec qui pousse ou qui tire sans Ouais, réfléchir et fort et... ouais, qui est juste un mec qui parle un peu comme un Cro-Magnon, tu sais, qui a que quelques mots, est capable de parler quelques mots. Je pense qu'on est sorti de ça. Euh, non pas qu'effectivement, amener que du scientifique et énormément de blabla scientifique est quelque chose de bien aussi, parce qu'évidemment, ça peut embêter aussi du monde et je peux le comprendre. Revenir à la base et vraiment s'entraîner fort, ça reste la meilleure des choses, mais le faire intelligemment, ça reste encore mieux. Donc je pense qu'effectivement, est-ce que maintenant c'est un peu à l'anglais, je sais pas. Je pense qu'effectivement, les Anglais ont copié des Américains qui ont copié, etc. Ouais, Il y a c'est toujours ça. des gens qui se copient. Je pense juste simplement qu'actuellement, c'est quelque chose qui nous convient. C'est pas Nous forcément ce que je plaît. mets en place à tout le monde avec qui je travaille sur Mm. l'objectif. L'important, c'est de se dire à partir du moment où tu es passionné et tu as envie de t'entraîner, tu vas t'entraîner dur. Que tu t'entraînes à l'anglaise ou que tu t'entraînes pas à l'anglaise, que tu t'entraînes du 3 x 8, 12 sans forcément aller à du zéro arrière, que tu fais 4 séries sur ton soulevé de terre, etc. À partir du moment où tu cherches la progression, que tu t'entraînes dur et que ça te convient, ça restera quelque chose qui est bien. Après, c'est toujours le plus optimal. Moi, j'ai remarqué qu'effectivement, pour moi, le plus optimal et pour pouvoir correctement progresser sur mes cuisses et récupérer de mes cuisses, j'avais besoin du coup d'utiliser des bottes de compression après ma séance leg A1 pour pouvoir être performant sur ma séance leg B qui venait du coup off 2 jours après. Et du coup, je l'utilisais également pour la séance leg B simplement pour éviter les courbatures. Et je trouvais même qu'au quotidien, j'avais moins les jambes lourdes, donc j'arrivais aussi plus à réfléchir, plus à être performant sur le coaching en général, bien sûr, ou dans ma vie de tous les jours, même pour les steps, etc., j'étais bien plus rapide. Donc en fait, après, il y a l'optimal et ce qui te convient. C'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui vont récupérer très bien sans ça. Et je pense que le plus important, c'est d'avoir un bon programme. En tous les cas, sera toujours le même, qu'il soit, encore une fois, à l'anglaise ou non. C'est un programme qui te permet de progresser, prendre en masse musculaire, parce que normalement, c'est le but, ou du moins, bah, si c'est pas forcément en masse musculaire, c'est en tout cas, bah, tu vois, courir plus vite ou grimper plus haut, j'en sais rien. En tout cas, ça reste ça en pouvant récupérer correctement, donc sans te blesser, ce que je disais, en pouvant enchaîner les séances intelligemment et en étant sûr que chaque semaine, potentiellement, tu fasses mieux. Alors, c'est pas forcément plus de répétitions, bah, c'est peut-être plus de temps sous tension, par exemple, retenir plus l'excentrique, etc. Donc, il y a toujours quelque chose à y voir. Il y a de l'amélioration à y voir. Et si des semaines, du coup, ça progresse pas, en tous les cas, c'est la répétition qui entraîne l'excellence. Donc, même si ton soulevé de terre évolue pas pendant 3 semaines, c'est que déjà, tu es à Là, j'ai une un poids tension. qui est, ouais, tu as déjà une tension qui est largement OK. Et c'est très bien. Donc, en tous les cas, peu importe la façon dont tu fais, le but, c'est de se dire, chaque semaine, tu arrives à appliquer une surcharge progressive, plus de poids, plus de répétitions, quoi que ce soit, récupérer correctement et recommencer son training la semaine d'après sans que tu aies des impacts des semaines d'avant. En gros, ça. Voilà, Mm. ça reste un bon programme. Peu importe après si toi, ta mentalité, c'est de mettre 10 minutes avant de rentrer dans ton leg extension parce qu'effectivement tu en as besoin de regarder une vidéo de Jordan Peters ou alors juste simplement bah, tu arrives au bout d'une minute 30 à repartir et c'est ok. Du moment que tu progresses, en soi il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense qu'effectivement chacun sa mentalité. Plus j'avance et plus aussi je me rends compte qu'effectivement j'arrive à faire des très bons sets sans forcément passer une plombe avant de rentrer dans mon set, tu vois, pour le faire correctement. J'arrive aussi à mon ça, j'arrive quand même à très bien progresser. Mes séances du coup sont pas forcément plus courtes mais un petit peu. Et du coup, ça me permet aussi de gagner du temps sur ce qui est mon métier, ma passion et surtout ce qui me permet de vivre, donc tout ce qui est le Ouais, coaching, bien sûr, parce qu'au bout d'un moment, c'est sûr que plus les entraînements vont durer, plus tu vas perdre du temps potentiellement sur ta journée pour euh, placer un call de, je sais pas, simplement placer ouais, t'as un call de fait. premier contact si tu dois appeler à quelqu'un, potentiellement devoir le matin avoir juste une heure dédiée à ça, parce qu'après l'après-midi, tu sais que tu n'as plus le temps, alors tu es juste KO pour faire d'autres choses, ou juste simplement faire des podcasts, etc. Ma journée, je veux pas forcément qu'elle soit juste dédiée à mon entraînement, puis ensuite je suis mort et du coup je peux plus rien faire. Tu vois, il y a pas mal de choses. Les Ouais, personnes qui nous écoutent potentiellement et qui sont coachs ont bien compris que bah, c'est absolument pas juste l'entraînement ou le coaching qui va faire les choses. Le plus long et ce qui prend le plus de temps, c'est du coup bah, pouvoir avoir des personnes qui viennent travailler avec toi, donc faire des réels pour ça, des podcasts pour ça, des vidéos YouTube pour ça
discuter avec les personnes, c'est ce qui prend bien sûr le plus de temps et c'est ce que dont tu as besoin, c'est normal bien sûr. Et pour ça, il faut avoir le temps. Alors je dis pas qu'il faut ne plus s'entraîner, bien au contraire, j'aime m'entraîner et je m'entraîne dur et je m'entraîne fort parce que j'aime ça. Et au final, c'est toujours la même chose. Je mange ce que je mange, j'aime ce que je mange, ce que je fais, j'aime ce que je fais, etc. Donc en fait, au final, si tu aimes ce que tu fais, tu vas juste simplement t'entraîner automatiquement dur. Ça dépendra juste le point de vue de chaque personne. Qu'est-ce que c'est dur? Et maintenant, effectivement, c'est hardcore parce que potentiellement, on s'entraîne peut-être plus dur que certaines personnes. Mais si la personne s'entraîne depuis un an, c'est normal que moi, personnellement, tu vois, qui m'entraîne depuis maintenant plus de 10 ans, toi, effectivement, depuis plusieurs années aussi, ben, on va s'entraîner plus dur simplement parce que ben, on On a, on sait le a faire. déjà passé des phases où, OK, je pense que je peux m'entraîner dur. Ah non, en fait, je me suis rendu compte de cette séance-là que je peux m'entraîner plus dur, etc., etc. Et cetera. Et tu prends de Ouais, l'XP. Et évidemment, bah, potentiellement, moi qui m'entraîne depuis maintenant 10 ans, je vois des personnes qui s'entraînent bien plus dur que moi aussi, tu vois, au final. Donc, ça dépend juste de ouais, chaque moment, chaque année. Et ça dépend après aussi, bien sûr, le truc de chacun. Si vraiment c'est ton job, il y en a certains, par exemple, c'est vraiment leur job de s'entraîner, même si c'est rare quand même, mais il y en a certains, c'est juste leur job de s'entraîner, ils sont payés pour ça, et ils s'entraînent très très dur aussi. Et certains, c'est juste simplement pas leur job, et ben il faut juste qu'ils soient aussi un peu malins, parce que effectivement, s'ils s'entraînent trop dur et potentiellement ils se font mal, et ben ça peut les tuer sur leur vrai job, tu vois, qui est au final leur vie et leur permet de vivre. Donc il y a aussi ça qui est à prendre en compte. ouais. Mais tu vois, le fait dont tu parlais, avoir de l'expérience, savoir toujours s'entraîner un peu plus fort, s'entraîner un peu plus dur, etc. En fait, je pense que tu peux faire un parallèle facile avec la mentalité no pain, no gain. Dans le sens où, et je pense qu'en fait, la mentalité de no pain, no gain, de mon point de vue, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Simplement, quelque chose qui est mal compris dans le sens que no pain, pour moi, je pense pas que ça soit forcément la douleur, mais plutôt l'effort. Parce que sans effort, tu n'auras pas de gain. Et ce que tu disais, c'est que l'effort, tu peux toujours l'augmenter. Plus tu vas prendre de l'expérience, plus tu vas te rendre compte que, en fait, il y a 2 ou 3 ans, tu t'entraînais peut-être pas aussi dur que ça. Et là, t'as des séances où tu peux en mettre encore plus de l'intensité. Tu as amélioré ta technique, donc tu as encore plus d'efforts. Donc c'est certain que moi, je vois pas la montée no pain no gain comme quelque chose de mauvais. Simplement, il faut prendre le pain sous la forme de plutôt effort et pas la douleur. Maintenant, comme tu le disais, bah toi, ça fait plus de 10 ans que je t'entraîne. Moi, si je parle vraiment de temps où j'allais à la salle, ça doit faire 6 heures à peu près, peut-être un peu plus. Et là, ces dernières années où je m'entraîne quand même très très fort, je me rends compte aussi que mon effort, des fois, doit être régulé pour être meilleur. Parce que on le voit, hein, lorsque je m'entraîne très 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 fort, parce que j'ai une capacité quand même nerveuse à pouvoir mettre beaucoup d'intensité, à dégager beaucoup de nerveux sur mes séances, des fois, ça peut des fois me nuire plus qu'autre chose parce que je vais être rapidement KO. On doit placer des dévolumes. Ça aussi, c'est un sujet assez important, les dévolumes dans l'entraînement, parce que toute personne qui, pour moi en tout cas, s'entraîne dur, euh, peut placer des dévolumes et pas forcément obligé de placer des dévolumes. Il y a des clients qui s'entraînent très dur avec lesquels on n'a jamais placé de dévolume parce que potentiellement derrière il gère super bien sa récupération. C'est pas quelqu'un qui est très stressé, qui a beaucoup de jobs, qui a un job très stressant et donc forcément le dévolume il va être là pour faire baisser ton nerveux, améliorer ta récupération nerveuse plus que musculaire parce que la musculaire normalement si t'as déjà un bon sommeil, tout ça ça devrait aller. C'est surtout le nerveux qui prend du temps. Souvent on place un dévolume pour calmer le nerveux et se sentir un peu plus frais et repartir ne pas se blesser, etc. T'es pas forcément obligé de placer un dévolume si tu gères très bien ton nerveux, si déjà tu arrives à avoir de bonnes performances sans devoir engager énormément ton nerveux, même si je pense que engager son nerveux dans un entraînement c'est quelque chose d'essentiel et pas quelque chose à éviter dans la plupart du temps. Mais je le vois que sur des séances, sur un long terme, si j'engage beaucoup trop et que je mets trop d'efforts, eh ben ça va potentiellement me nuire par rapport à ce que ça va m'apporter. Maintenant, comme tu l'as dit, je pense qu'avec l'expérience, tu vas savoir à quel point tu vas savoir te jauger, à quel point je dois mettre du nerveux et de l'effort pour être performant, pour augmenter mes perfs, pour augmenter ma tension tout simplement et gagner en muscle, et à quel point je dois m'arrêter, je ne dois pas faire cette dernière répétition qui va absolument rien m'apporter, seulement me cramer. Ça, c'est des choses encore que je vois, et bah, souvent des fois tu me le dis, celle-là, je pense que potentiellement tu t'es cramé un peu pour rien, etc. Et c'est quelque chose que vous allez apprendre petit à petit avec l'expérience de mettre assez d'efforts pour avoir des gains, donc nos efforts, nos gains. Pour moi, c'est plutôt ça. Et à quel point ton effort, des fois, tu dois un peu te brider.
voilà, je m'entends, je dis pas de faire, de manager sa fatigue comme on peut voir et ne pas aller trop fort sur un entraînement parce qu'après derrière on a un autre entraînement qui va nous causer des aussi qui va nous fatiguer, ne pas te donner à 200% sur un exo parce qu'après on en a un autre on a peur de celui-là, il va peut-être nous fatiguer. Non, pour moi, sur chaque exercice, tu dois te donner à 200%, mais il y a des degrés il y a des degrés d'effort. Des fois, simplement dépasser la limite pour dépasser la limite, faire cette dernière répétition que tu vas faire de manière absolument dégueulasse, qui peut déjà te blesser, qui peut même si tu ne te rends pas compte forcément sur les articulations, sur tes tendons, sur tes ligaments, ça peut créer des micro-lésions qui sont asymptomatiques et au bout d'un moment ça va péter parce que toutes ces dernières répétitions là que tu auras tenté qui ne t'auront apporté absolument rien à part du nerveux en moins que tu n'auras pas sur tes autres séances. Tout ça, bah, au bout d'un moment, avec l'expérience, tu vas savoir que voilà, cette dernière, elle allait pas passer. Et je le savais. Et c'est pas, elle allait pas passer parce que je suis un flemmard et que j'ai pas envie d'aller à 200% sur mon set. Donc je sais, parce qu'à force, je me connais, elle va pas passer. Donc avec l'expérience, vous allez savoir vous entraîner, mieux vous entraîner, mais c'est pas, ça veut pas forcément dire obligatoirement plus fort. Il va falloir s'entraîner fort, mais des fois, il va falloir savoir être intelligent. Notamment, je pense à des séances où vous allez aller sur votre séance et vous allez la voir comme une séance hyper facile. C'était super facile. Au niveau du nerveux, c'était facile. J'ai pas eu besoin de me mettre dans le rouge forcément. J'ai quand même performé. J'ai eu gardé ma technique. J'ai fait des plus 1 sur mon logbook, etc. Et c'est ok, ce genre de séances-là qui paraissent faciles, il faut qu'elles aient lieu parce que c'est ces séances-là qui va vous permettre d'avoir un peu de marge pour le reste de votre semaine et aller potentiellement sur la prochaine séance vous mettre dans le rouge. Par exemple, sur les legs, et avant vous avez un upper qui s'est plus facilement passé. Ne cherchez pas à compenser cet effort-là. Si votre séance vous paraît un peu plus facile que d'habitude, et ben c'est totalement ok. Il faut pas tout le temps chercher à être dans l'extrême, extrême hardcore et tout le temps se tuer. Alors, il faut mettre de l'effort, il faut ne pas vouloir voilà, se reposer sur ses lauriers ou y aller en mode ne pas se mettre dans son set, etc. Mais des fois, c'est totalement OK de bah, simplement manager son effort sur la semaine. Savoir, OK, cet entraînement-là a été un peu plus facile que l'autre, et c'est totalement OK. Tant que j'ai fait le job, tant que mes perfs vont continuer d'augmenter, c'est OK. Et voilà, ça, c'est de l'expérience. Et pour moi, c'est ça le no pain, no gain. C'est plutôt le no effort, no gain. Si tu mets pas d'effort à l'entraînement, tu n'auras pas de gain, ça c'est certain. Le no pain, c'est plutôt bah voilà, ça fait une semaine que je dors pas, mais je vais quand même aller m'entraîner. Je vais me mettre sous 500 mg de caféine. Je vais avoir une technique absolument dégueulasse, mais c'est pas grave parce que le but c'est pousser lourd. Et si j'ai un peu mal à l'articulation, bah on s'en fout parce que ce qui compte au final c'est mes gains. Et bah, en fait, tu n'auras jamais de gains si tu dors 3 heures et que tu vas t'entraîner tous les jours. Et que si ton développé couché il est dégueulasse et que tu as mal à l'épaule, tu vas juste arrêter dans un mois parce que tu seras blessé. Donc, ouais, c'est ça ma vision sur le no pain, no pain, no gain. Et, ouais, C'est c'est plutôt ça. no brain, no gain si tu pars du Ouais, c'est principe que ça. tu dors que 3 Après, heures, etc. no brain, no gain, ah, il y a des limites quand même sur tout ce qui est science-based, etc. D'ailleurs, c'est un sujet dont tu disais tout à l'heure. Pour toi, tu places comment, bah, déjà dans ta pratique, sans parler de ce que tu mets en place particulièrement, mais ça peut être intéressant et je pense qu'on fait à peu près la même chose sur ça, hein, même s'il y a il doit y avoir des différences. Genre, à quel point ta vision science-based est développée dans ta vision de l'entraînement, ou est-ce que on est plutôt sur evidence-based, c'est-à-dire ben, tu sais ce que tu dois faire et tu ne cherches pas forcément tout le temps l'optimal. Comment tu vois cet optimal qui est un peu véhiculé par le science-based? Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, d'un mauvais œil? Comment tu l'utilises? Parce que forcément, on est plus ou moins tous science-based, j'ai envie de te dire, parce que ben, forcément, la science, ça rentre dans l'entraînement. Voilà. Mais à quel point tu l'utilises et comment tu vois ce mouvement finalement, qui vient justement totalement à l'encontre, pour moi, du no pain, no gain. Il y a vraiment le no pain, no gain et le science-based. Et des fois, si tu prends vraiment les deux extrêmes, on peut se demander vraiment si les deux font du bodybuilding. Tu vois. Le no pain, no gain, tu le placerais un peu en mode Tu tires fort, tu pousses fort, broscience, genre un peu, ça, ouais. Des fois, on un peut peu voir ça un peu broscience. comme ça. Je pense il faut trouver un peu une part des deux. Il faut savoir aussi réguler selon l'année de pratique. Et ça dépend en fait de ce que tu appelles
science-based parce que du coup, au Ouais, final, ça a un peu dérivé. Au début, c'était quelque chose de cohérent et au final, c'est devenu quelque chose d'un petit peu hardcore où maintenant, tu vois des vidéos de personnes qui mettent leurs bras acrobatique. dans un foam roller pour avoir que du coup une flexion vraiment J'ai vu ça du cette bras, semaine aussi. du bras du coup qui est plaqué et avoir que leur omoplate qui bouge ou du coup juste leur grand dorsal. Il y a déjà le fait là d'une évidence, c'est que si tu arrives à mettre ton bras dans ton foam roller, c'est que du coup, bah, vaudrait mieux peut-être potentiellement faire plutôt passer plutôt sur du bro science et du coup s'entraîner fort plutôt que de faire ça. Je pense que tu as Et avoir un plus à y avant-bras. gagner et surtout progresser beaucoup plus vite Ouais. sur le reste. Parce que là, c'est vraiment isoler une petite partie. Généralement, les personnes qui font ça, si vraiment on parle du principe que tu veux vraiment devenir un bodybuilder et du coup te muscler ou faire de la musculation, ça reste quand même le but. Même si tu peux pas faire de la compétition, le but c'est de muscler son physique, donc avoir un physique qui est de plus en plus harmonieux et potentiellement musclé. Tu auras meilleur temps de faire un simple tirage vertical, quitte à ce que ce soit pas forcément le plus optimal, parce que souvent le vertical, quand tu veux vraiment avoir que du grand dorsal, bah, vaut mieux encore passer sur du neutre, mais ça c'est encore un autre débat, plutôt que de faire quelque chose où effectivement tu veux vraiment avoir un pullover ultra isolé en étant sûr de rien utiliser. Parce que isoler vraiment ce petit muscle-là, je pense que ça peut être intéressant sur, par exemple, et encore, du coup, bah, il pourrait pas mettre potentiellement son bras dedans, mais un Sean Clarida, par exemple, qui a vraiment besoin de ce détail-là sur scène, parce qu'effectivement, les juges ont dit, OK, tu manques vraiment de cette partie-là sur ton physique. Lui, dans ce cas-là, oui, et la plupart des personnes qui font ces vidéos-là, ou que je vois faire ces vidéos-là, ont juste simplement besoin de prendre Développer au son pire physique de manière Justement, globale. c'est ça, c'est ça. Alors Ouais. après, est-ce qu'effectivement, on est parti dans le sens où si tu fais un pullover, par exemple, à la poulie haute avec une barre ou alors avec une corde, t'es plutôt un bro science, et du coup, si tu passes avec une keuf, t'es plutôt un science base. Je pense qu'on est un peu dans ce débat-là, malheureusement, alors qu'au Ouais. final, il n'y a pas vraiment de débat à avoir. À partir du moment où tu arrives, moi personnellement, je me considère pas forcément ultra science-based plus que ça. Et pourtant, je préfère faire un pullover par exemple avec une cuff qu'avec une barre. Et pourtant, bah, en tous les cas, je pense que c'est juste une question d'évidence et une question de qu'est-ce qui te va le mieux. Je vais par exemple effectivement avoir quelqu'un en suivi qui a du pullover par exemple. Il va le faire, etc. On va le mettre potentiellement en uni et il va dire, OK, et on voit effectivement, il le fait, etc. Mais il n'arrive pas forcément à bien se mettre dessus parce qu'après, il y a aussi la connexion nerveuse qui, moi, je pense, peut avoir quand même une grande importance, surtout quand tu commences. C'est quand même alors, quand tu commences vraiment, ça sera plus difficile de sentir vraiment tes muscles, mais au fur et à mesure du temps, si tu sens que tu travailles, tu as aussi plus de chances d'être certain que, De euh, bien l'activer. Ouais. que, que de l'activer et du coup de le recruter correctement. Et c'était effectivement ce qu'expliquait à l'époque Arnold Schwarzenegger. Et pourtant, Arnold Schwarzenegger, je pense que c'est un des plus gros brosciences qui existent du monde. Tu vois, quand tu passes des Le entraînements plus gros et ce ego qu'il faisait. lifter. Gros split, ego lifter, tout ce que tu veux. Et pourtant, sur ça, il avait raison. Donc je pense qu'en fait, ça dépend juste de ça. Ok, on va partir sur une keuf en uni. Parce qu'effectivement, tu pourras te placer mieux, etc. Ok, une fois, deux fois. J'ai du mal, je sens pas. Ok, bah écoute, on va essayer en pilates avec une barre ici. Ok, nickel. Je me sens beaucoup mieux, j'arrive à mettre plus, je suis plus stable, etc. C'est parfait. Le dos évolue bien. Bah ok, tant mieux. Il n'y a pas besoin de se brider sur un truc. Je pense qu'effectivement, il faut trouver la part des choses et des deux. Et c'est le but aussi d'un bon, et c'est ce que je dis des fois dans des check-in, un bon coach et un bon athlète aussi du coup. Mais en tout cas, là, on va faire la part des choses. Si on parle vraiment d'un athlète, un bon athlète, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Ok, ma technique, là, elle est pas top. Il faut que je peux mieux faire. Ok, là, je connecte pas forcément correctement. Je peux trouver un exercice qui est ressemblant, mais qui va mieux, tu vois, plutôt que de se brider sur un truc où, comme tu dis, au fur et à mesure, tu as plus de douleurs négatives que de bonnes douleurs. Donc, tu sens plus potentiellement tes tendons que tes muscles. Et ça, au fur et à mesure du temps, effectivement, c'est quasiment certain que ça va inflammer du coup les tendons. Et un jour, tu vas te réveiller un matin, ah, j'ai mal au coude sur ma presse, c'est la faute de la presse. Non, c'est la faute Hmm. de ton potentiellement mouvement de merde que tu fais depuis des années, qui du coup bah, a détruit tes coudes. Et du coup, bah, on prend l'exemple du coach. Un coach qui sait se remettre en question, selon moi, c'est un très bon coach parce qu'il sait se rendre compte que, OK, là, cet exercice-là, il est bien pour moi, pour ce que je peux voir, mais pour toi, actuellement, il ne te va pas. Il ne te va pas parce que tu n'as pas assez de range of motion, tu n'arrives pas à rester stable, la machine, elle est mal faite et c'est normal. Il y a des machines qui sont pas assez réglables et du coup, elles sont juste simplement mal faites parce que tu es très grand et ça te va pas. Et ça, il sait se remettre en question. Ok, actuellement, potentiellement, on avait peut-être encore un mois de prévu sur notre phase avant, enfin, on devrait commencer la mini-cut, mais on peut largement rajouter un mois. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais voilà, il faut pas forcément rester bloqué sur un truc. Hmm. Euh, Bloqué Sur sur la un truc manière et de t'as lui qui programmer va aussi. venir si potentiellement ça te réussit pas, tu vois. Donc je pense qu'il y a, Hmm. il y a un peu des deux. Donc en fait, le problème, c'est que maintenant, on met des mots sur des choses
Enfin, on veut toujours mettre des mots sur des choses qui sont pas forcément vraies. Il y a des personnes qui vont s'entraîner bien. On va dire, ok, t'es science-based, alors que le mec, en fait, il a jamais ouvert un bouquin de sa vie. Juste pour lui, en fait, c'est une évidence de s'entraîner comme ça. Il arrive à connecter correctement, c'est ok. Et voilà, après, je parle pas forcément de la personne qui a 55 ans, qui s'entraîne depuis 30 ans, qui dit oui, moi, les tractions, je les fais comme ça pour le grand dorsal, alors que clairement, il est plus sur C'est son sur upper upper back back. sur Ouais. le upper back que le grand dorsal, et t'as beau lui expliquer, t'as beau lui dire, mais là, c'est pas une question juste de science base ou quoi, ou d'anatomie, c'est juste qu'en fait, ben, le dos, il est fait pour tirer de cette façon-là si tu veux ton grand dorsal, et là, t'es sur ton upper back. Donc là, c'est encore autre chose. Après, il y a aussi une connaissance effectivement de l'anatomie qui est que sinus base ou non, effectivement, ton dos il est fait pour faire ça, tes pecs sont faits pour faire ça, les fibres s'implantent de cette façon-là parce que c'est quelque chose qui est comme ça. Et même si potentiellement à quelques centimètres près ou voilà, les fibres sont pas exactement les mêmes, en tout cas chez chaque personne, mais en tout cas le pec est fait pour ça. Le but d'un pec, c'est pas potentiellement de te faire de te faire t'asseoir par exemple, tu vois. C'est pas ça le but d'un pec. Donc en gros, tu vas faire quelque chose de logique parce qu'en fait, simplement, c'est l'anatomie qui le veut et c'est bah, les recherches qui ont été faites qui le veut, mais c'est pas pour autant que c'est du science-based. Donc, Ouais. je pense que bah, il faut trouver la part des deux et on est dans un monde où on veut toujours mettre des mots sur quelque chose qui en fait n'ont simplement pas besoin forcément de mettre de mots, c'est Mm. comme ça. Et voilà, après, c'est pas parce que ça marche sur quelqu'un que forcément ça marchera sur toi. Il y a des choses qu'il faut aussi essayer et, euh, et modifier si besoin, quoi. Savoir s'écouter, c'est aussi une très bonne chose. Et c'est pas être science-based de savoir s'écouter ou de se mettre une keuf à la place d'une barre droite, tu vois. Ouais, ouais. Et ce que tu disais là par rapport à l'entraînement et savoir se remettre en question, que tu sois athlète ou coach, au final, je pense que c'est une très bonne chose. Et normalement, si tu te renseignes un peu, si tu évolues, bah, c'est toujours bien aussi de savoir se remettre en question, d'accepter de dire, OK, bah, par exemple, bah, comme tu disais par rapport à mon pullover, bah, avant, je le faisais à la barre Z parce que je pensais que c'était la meilleure des choses. Au final, potentiellement, si je le fais avec une cave, ça sera mieux pour moi. Et accepter de changer ça, accepter d'avoir une vision différente même en tant que coach, je pense que bah, ça t'est déjà arrivé de dire ok bah finalement je pensais que ça c'était l'optimal pour toi ou je pensais que ça c'était l'optimal tout court ou le mieux et au final j'ai changé d'avis et je pense que bah ça sera mieux de faire ça et tu vois que ton client évolue mieux en faisant différemment parce que tu testes de nouvelles choses etc. Est-ce que Mais ça moi, c'est c'est comme le débat, pardon, c'est comme le débat du coup poids libre et machine. En gros, si tu veux, t'as des salles où on disait effectivement si jamais ben, revoir un peu le truc parce que t'es pas bien dessus. Mais si la personne elle a vraiment quasiment rien dans sa salle, tu vois, je repense à des salles où je m'étais entraîné au tout début. On en discutait encore la dernière fois avec Ophélie quand on voit effectivement le blackout Ushui qui ben, minimum si aberrant? c'est pas toutes les semaines des nouvelles machines, c'est au moins chaque mois il y a une ou deux nouvelles machines qui rentrent, tu vois. Donc bref, et du coup au final ben, si jamais t'es pas bien sur une, tu peux tester une autre, ça se trouve t'es encore mieux, etc. Donc t'es quasiment sûr de progresser. Et comme moi actuellement qui est effectivement le psoas du côté droit qui est un petit peu dérangeant parce qu'effectivement j'ai une espèce de tendinite ou du moins une douleur, je pense à cause du hack squat et de la presse, je suis passé que sur une presse sur 4 séries. Mais c'est une presse que tu trouves dans, je pense, trois quatre salles sur la planète, tu vois. Donc du coup, Ouais. effectivement, bah, tu peux pas dire à un Liberty Gym ou alors un Gigafit, ok, bah, j'ai cette là, je peux l'utiliser. Ou alors à l'époque, effectivement, quand je faisais du bell squat à la place du hack squat. Heureusement, il y a des bell squats qui commencent à arriver maintenant quasiment partout. Je dis quasiment, et je pense qu'au moment où je dis ça, il y a des tas de personnes qui vont me dire jamais de la vie, j'en ai jamais vu un de ma vie dans ma salle, et ça arrivera sans doute jamais. Mais du coup, tu peux passer sur ça. Donc en gros, pour pas que je me perde dans ce que je disais, en gros, t'as des personnes des Pour les fois qui vont machines. effectivement les machines effectivement. Donc si tu lis vraiment etc. Maintenant que tu regardes effectivement, t'es mieux sur les machines. On l'a bien compris. T'es plus stable. Tu pourras développer plus de force, tu auras un peu moins d'instabilité et ce sera mieux. Mais il y a des personnes simplement qui vont être obligées de passer sur du libre parce que même en fait leur Smith qui est pas forcément droit, qui est légèrement penché, bah, en fait ça Ouais. peut créer des douleurs et moi je suis pas forcément fan de ça. Donc ils vont être obligés de passer sur du libre, sur un développé couché aux haltères, un développé couché à la barre ou ce genre de choses-là. Où je prends l'exemple effectivement de Clément avec qui je travaillais pendant la prep. Il avait de l'écarté aux haltères, écarté, incliné ou couché aux haltères, bref, un mouvement d'écarté. Parce qu'il se sentait vraiment bien et c'était mieux qu'un écarté à la poulie généralement où on était mieux dessus. Et pourtant, effectivement, c'est un exercice où moi personnellement, c'est ce que j'enlèverais peut-être pas le plus rapidement possible, mais ce que je mettrais pas forcément directement en place, encore moins en prep, parce qu'effectivement, tu as des haltères, la mise en place, même si c'est pas super lourd, potentiellement c'est un peu plus dangereux. Mais lui, sur scène, il n'y avait aucun souci avec ses pecs, il avait de très bons pecs. Ses pecs étaient un bon point fort, il arrivait très bien à connecter dessus. Donc au final, encore une fois, il y a l'optimal, le suroptimal Ouais. et ce qui potentiellement est bon pour toi. Et l'important, c'est juste de faire la part des choses.
Ouais, bah ça revient un peu au truc de science-based, dans le sens où si tu prends le science-based dans l'extrême, souvent bah, on va te dire, ok, il faut que tu prennes une machine, que tu bricoles au maximum ta machine pour isoler simplement un muscle, qui est absolument que ça qui bouge, que t'aies rien d'autre à part ton grand dorsal ou quoi que ce soit qui travaille. Ça, c'est vraiment pour moi la mauvaise vision du science-based. Et souvent, bah, ça bride un peu les gens parce que souvent la vision qu'on va avoir d'un science-based, c'est une personne qui bricole beaucoup qui veut absolument être dans l'optimal, isoler un muscle, parce que ouais, on voit aussi beaucoup les science-based d'un point de vue global dans l'imaginaire collectif, d'une personne qui s'entraîne sur machine, qui fait jamais de poids libre, qui fait que de l'isolation, chose qui est pas vraiment le cas, parce que tout le monde est science-based, et tout le monde est un peu... Ouais, ça dépend. C'est que des specs, c'est que des mélanges. Mais pour moi, la mauvaise vision du science-based, c'est une personne qui veut à tout prix être dans l'optimal et qui va négliger son intensité. Parce que souvent, les personnes voilà, qui bricolent, qui veulent absolument isoler un muscle, vont souvent manquer d'intensité parce qu'elles vont se concentrer absolument sur leur technique, etc. Et dans tous les cas, tu n'auras jamais une technique parfaite. La technique parfaite n'existe pas. Donc, ton intensité, tu vas devoir la mettre, que ta technique soit parfaite, que tu débutes sur le mouvement ou non. Bien sûr, tant que ton mouvement n'est pas dangereux, tu peux mettre de l'intensité, tu dois mettre de l'intensité, que tu sois machine ou sur machine ou sur poids libre. Maintenant, comme tu le disais, euh, certains mouvements, moi, je vise souvent l'optimal pour moi, pour mes clients, etc. Et je préférerais souvent me passer sur machine s'il y a une bonne machine qui permet pour le coup vraiment de bien isoler son muscle. Je vais jamais demander à mon client que la technique soit parfaite pour qu'il mette de l'intensité, qu'il mette de l'attention sur le muscle, euh, pour pas me perdre. Mais des fois, l'exercice optimal, qui est optimal sur le papier, n'est pas forcément l'optimal pour la personne, comme tu le disais avec Clément. Si Clément, il aime l'écarté incliné et que tu sais que aux haltères, et tu sais que dessus, il va progresser mieux que des écartés à la poulie, bah alors mets ça, parce que ce qui compte encore une fois, c'est ta progression, l'intensité que tu mets. Si ta technique est bonne et que hors phase de prep, potentiellement comme Clément, etc., tu sais que la personne ne va pas se blesser, que l'exercice n'est pas dangereux. De manière générale, un exercice dangereux, ça n'existe pas. Il y a juste des dangereuses manières de le faire. Euh, alors il va progresser. Et que l'exercice soit optimal ou non. Et ben, tu vois, dans la prog, j'ai du curl marteau. Pour certaines personnes, le curl marteau, ça va pas être quelque chose d'optimal. Est-ce que si j'aime l'exercice curl marteau et que je progresse dessus, pour autant je vais pas évoluer sur mes biceps, même si c'est un point faible? Non. Tant que je progresse dessus, tant que j'aime ce que je fais, et l'essentiel c'est aimer votre prog, que ça soit optimal ou non. Si vous l'aimez, vous allez progresser dessus. Et c'est ça le problème un peu du science-based, c'est vouloir à tout prix avoir quelque chose d'optimal, même s'il l'aime pas parce que dessus, tu ne vas pas progresser et tu peux isoler de la meilleure manière ton muscle. Si tu n'aimes pas, tu ne mets pas d'intensité, tu ne mets pas de passion dans ton set et tu ne progresses pas. Donc des fois, l'optimal, le poids libre, souvent comparé aux machines, peut des fois être une bonne chose si tu aimes le poids libre. Tu vois, moi j'aime bien le rowing bar, j'aime bien les gros exercices comme ça. Pour certaines personnes, c'est pas optimal. Pour moi, ça l'est parce que j'évolue dessus et on le voit à l'évolution, tu vois. Et ouais, ce que tu disais du coup sur les mouvements, effectivement, il y a le mouvement optimal et pas attendre que le mouvement il soit absolument parfait pour mettre l'intensité dessus. Je suis assez d'accord avec ça parce que déjà ça va dépendre de ta technique et de ton année de pratique. Je pense que une personne par exemple qui est capable de mettre 100 kilos au bout de, allez, un an, bon, allez, un an sur un soulevé de terre par exemple, comparé à moi qui mets 100 kilos par exemple sur un soulevé de terre juste pour l'échauffement, bah, la technique sera pas la même. Niveau rapidité, niveau placement du buste, niveau stabilité, etc. Et je pense que c'est pareil. Maintenant, je vois un kiff par exemple qui fait un RDL à 280 sur 9 répétitions avec une technique. C'est même pas parfaite, c'est plus que parfaite. Je pense que moi, déjà, rien que décrocher la barre, ce serait déjà quelque chose d'assez aberrant. Ouais. Je pense qu'en fait, il y a juste ça. C'est pour ça que si tu attends d'avoir quelque chose de super parfait, effectivement, avoir un mouvement incroyable, avoir un mouvement super contrôlé, par exemple, je sais pas moi, un hack squat à 3 plaques maintenant, par exemple, sur un side je pense que je peux l'avoir vraiment ultra contrôlé. Et en fait, pourtant, c'est quelque chose qui est super lourd pour certaines personnes. Donc, je pense que il y a l'optimal et il y a l'optimal du coup pour toi. Un bon contrôle, avoir quelque chose de bien, c'est quand même plus important effectivement d'avoir. Alors est-ce que maintenant le fait de contrôler vraiment l'excentrique c'est science-based? Je pense pas. Je pense juste que c'est un peu quelque chose, une question aussi de logique, c'est que plus tu vas avoir un mouvement qui va être contrôlé, on parle pas de quelque chose d'extrême.
On parle pas d'avoir un tempo non plus ou de compter vraiment l'excentrique, bon, la concentrique, ça serait complètement idiot, mais la pause en haut du mouvement, etc. Bref, ce genre de choses-là, mais juste d'avoir quelque chose qui est maîtrisé pour être sûr qu'en fait tu pars pas dans tous les sens. Et tu vas te rendre compte directement quand tu vas commencer à maîtriser un peu plus, tu vas bizarrement avoir beaucoup moins de douleur un petit peu potentiellement aux articulations, au bas du dos, parce que quand tu as un hack squat et que tu laisses tomber de tout en haut et que tu rebondis, bah, tu sens bizarrement la séance d'après ou même pendant la séance, bah, tu sens un peu ta hanche. Tu sens un peu tes genoux, tu sens un peu tes chevilles potentiellement, tu vas sentir beaucoup tes trapèzes, tu vas sentir tes érecteurs et du coup ton bas du dos. Et ça, c'est juste parce qu'en fait, tu utilises 50, alors peut-être pas 50 000, mais en tout cas 50 000 autres muscles que ce que tu es censé utiliser. Ok, tu es censé utiliser ton haut du corps sur un hack squat, oui, mais tu pas censé surutiliser ton haut du corps. Le haut du corps, il est censé te rendre fort, te rendre stable et vraiment rester le plus gainé possible. Donc en fait, il y a juste une question de logique. Voilà, maintenant, si je suis venu sur ça, je sais pas si voilà, ça fait même partie du sujet, mais en tout cas, c'est ce qui me venait en tête. Est-ce que maintenant c'est du science-based? Je sais pas. Est-ce que du coup, je suis absolument contre le science-based? Je pense pas. Est-ce qu'il faut toujours aller sur quelque chose de la science et se dire, ok, bah, la science dit ça, c'est comme ça? Je pense pas non plus. Il y a des personnes, effectivement, c'est 10-27 pour progresser. On sait que c'est la science, on sait que c'est les études. Du coup, on pourrait dire science-based. Mais il y a des personnes qui vont 27, ça leur suffira pas pour progresser. Pourtant, elles s'entraînent très fort dessus. Et des personnes, en fait, 7-7, elles vont exploser absolument leurs muscles. Ouais. Mais après, c'est toujours la même chose. Est-ce que, effectivement, le fait de peut-être en faire 15, elles exploseraient plus? Pas forcément. Parce qu'en fait, après, il y a une question aussi de récupération derrière qui est plus compliquée. Donc, en fait, c'est juste une question de. euh, Comme tout. En fait, c'est vraiment du cas par cas, et c'est un peu comme les personnes effectivement qui notent les exercices. Je vois beaucoup de vidéos passer là-dessus, et je pense que bah, en fait c'est pas forcément le truc qui est forcément très intéressant parce qu'encore une fois c'est de leur point de vue et pas du point de vue des personnes. Tu regardes effectivement un écarté aux haltères. Si tu dois donner une note à un écarté aux haltères, tu vas dire peut-être aller 5 parce que c'est pas trop mal encore, mais tu vas avoir un bon étirement et tu vas manquer de contraction. Et pourtant il y a des personnes, ça va leur faire avoir des très bons pecs, bien plus qu'un pec deck, parce que sur un pec deck elles vont sentir que leur biceps, tu vois. Donc au final, tu peux mettre 10 sur 10 en fait, parce qu'au final, elles sont très bien, comme un squat, comme pas mal de choses. Donc en fait, c'est juste Ouais. une question de point de Ça vue, tu dépend, en vois. Encore fait. une fois, Ouais, on veut mettre des mots et des notes sur des trucs qui n'ont pas de lieu parce d'être que et ça fait absolument bien. pas. Les gens aiment bien noter, aiment bien dire, OK, quelle note il va mettre sur cet exercice-là par rapport à moi. OK, non, en fait, il a mis 5 sur 10. Moi, je suis pas d'accord, hein, j'adore. En fait, c'est sur 10 sur 10 et tout. Et c'est clivant et les gens aiment bien avoir ça, mais c'est les réseaux. Mais c'est vrai que, pour revenir sur les, machine et poids libre. Souvent aussi pour des personnes potentiellement, selon tes segments, etc., selon ton pec deck, si tu as vraiment une énorme envergure, bah potentiellement ton pec deck il va être absolument horrible parce que tu vas devoir tout le temps plier les coudes parce que le pec deck est super mal fait. Donc passer là peut-être sur de la poulie. Si tu as une mauvaise poulie ou t'as pas de poulie, j'en sais rien, bah ouais, tu vas peut-être passer aux haltères parce qu'en fait c'est la meilleure option que tu as et ce sera l'optimal actuellement sur ta salle. Et c'est pour ça que noter un écarté aux haltères, ben, potentiellement, si ton pec deck, t'es là, tu fais du curl biceps parce que tu as une envergure de fou, eh ben, ça sera pas forcément. Donc ça dépend. Un pec deck, oui, ça peut être bien, ça dépend sur qui, ça dépend quel pec deck, et ça dépend également le but, parce que potentiellement, tu auras d'autres solutions, et ton pec deck ne sera même peut-être même pas intéressant selon tes pecs, selon ton point fort, selon ton point faible, selon ton objectif dessus. Pour autant, le pec deck est une très bonne machine pour la plupart des personnes, mais pas pour tout le monde. Et c'est pour ça que ben, ça marche très bien, ce genre de choses où tu notes, parce que ben, pour une personne, ce sera super. Donc il va dire oui, moi aussi, je mets 10 sur 10, et l'autre personne va dire non, moi je n'ai pas besoin, c'est du 2 sur 10. Donc ouais, je suis tout à fait d'accord sur ça et sur les Je poids libre sais, je machine. sais, je suis en train de chercher, voir s'il l'avait mis en publication. Non, malheureusement, c'était une story et du coup, elle Il y est faisait quoi? plus. Je sais pas si tu avais vu passer du coup la story de la salle de Dungeon à Dubaï qui avait mis une story comme quoi, et c'est le boss du coup de la salle qui avait mis une story en disant que il en avait marre des, comment c'était, genre des étrangers anglais qui venaient dans sa salle et qui du coup faisaient des exercices un petit peu farfelus, effectivement ultra science-based. Donc c'est ce que je t'expliquais un peu où le gars en fait il l'a pris en photo de loin et le gars faisait genre un espèce de alors, son mouvement de triceps et en fait il avait un élastique qui lui retenait son bras vraiment calé contre et il avait une ceinture qui lui tenait encore le ventre, un truc comme ça, et en plus il avait une keuf dans la main. Et le mec avait noté que
Ici, c'est pas une salle pour faire c'est une salle de bodybuilding, c'est pour faire du high rocks ou du crossfit. Ça n'a rien à faire dans cette salle, etc. Donc, du coup, c'était assez Le drôle. Et mec, effectivement, bah, il c'est a ce que créé. j'expliquais un petit peu, c'est que, bah, en fait, ça monopolise beaucoup de choses pour au final pas grand-chose. Et la plupart du temps, les personnes qui ont ces physiques-là potentiellement, bah, feraient mieux simplement juste de prendre une corde et puis d'envoyer. Non pas que, voilà, non pas que t'es maigre, t'as pas de conseils à donner, absolument pas. Juste simplement que ça reste encore une fois, comme j'ai pu dire, du bodybuilding. Et si c'est pour faire du bodybuilding, le but c'est d'avoir un physique qui évolue bien. Alors après, je dis pas que ces personnes-là, potentiellement, peut-être dans 2 ans, auront un physique qui aura absolument explosé. Mais enfin, de ce que j'ai pu voir et de ce que je peux mettre en place, j'ai un petit peu du mal à y croire. Parce que c'est un peu comme Ouais. effectivement un soulevé de terre, c'est pas optimal, c'est pas bien. Un RDL, c'est pas forcément bien, c'est plus dangereux qu'autre chose. C'est ce qu'on Au, entendait fi- souvent. Mais je au vois final, la tout le plupart monde en des fait, personnes vache. sur scène, ouais, les personnes qui en font pas forcément sur scène, généralement, bah, elles manquent énormément d'érecteurs et de dos. Et je pense que Hmm. la plupart de actuellement la progression sur ma chaîne postérieure, ne serait-ce que mes fessiers et mes ischios, est extrêmement due à ça. Parce que juste du leg curl couché, du leg curl assis, tu auras des bons ischios, mais pour avoir vraiment une grosse densité sur après le reste du corps, c'est beaucoup plus compliqué comparé à un soulevé de terre. Ouais. Et pour revenir au donjon, surtout que le mec, là, de ce que tu m'expliquais, en fait, il a créé sa propre machine à extension triceps. Je pense que c'est pas au donjon qui doit C'est- manquer d'une bonne machine à extension triceps. Donc des Exactement. fois, C'est exactement ça. Il était vraiment, t'as je sais une- plus exactement comment était la photo, mais il était vraiment genre calé, bloqué. Il avait des espèces d'élastiques pour être vraiment calé. C'est un peu comme tout pour la effectivement les science. mouvements qu'on voit maintenant, les clean and flap, où effectivement le mec a genre juste une cuff ici et fait juste un mouvement comme ça, vraiment parce que c'est mieux. Mais du coup, il arrive, Ouais. il a 4-5 pins, il met full stack, plus encore 70 kilos. Mais en Parce vrai, que ton bras de enfin, levier, ouais. il est éclaté. Ça manque de rhum, ça manque de plein de choses. Donc, ouais. 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 Euh, on a reçu pas mal de questions sur le podcast. Si t'avais autre chose à dire, on peut continuer. Sinon, on peut tout simplement passer aux questions. Non, mais je pense qu'en fait, le but, c'était vraiment d'expliquer un peu notre vision. Je pense qu'on a amené vraiment Ouais, une il y a vision plein et de une choses à façon dire, de hein. voir les choses. Le plus important, c'était vraiment de répondre aux questions. On n'a pas forcément traité des sujets comme, effectivement, quelles sont toutes les techniques d'identification qui existent, etc., Hmm. etc. Mais je pense que ça n'a pas forcément le truc là-dedans. Si jamais on a une question qui reviendra là-dessus, c'est bien parce que, pareil, les techniques d'identification, bah, ça dépend de chaque personne. Il y a des personnes qui vont apprécier, des personnes qui vont moins apprécier, des coachs qui vont bosser avec ça, des coachs qui vont pas forcément bosser. Pas du Donc, tout en mettre, ouais. hmm. Ouais, il y a plein de choses à tester, même à parler. Après, on peut pas faire un podcast non plus de 3 heures, mais sur le mindset à l'entraînement, comment bien se mettre Ça dans aussi, son ouais. set. C'est plein de choses que je recevais. Je pense que c'est propre à chacun à quel point tu vas devoir faire de la visualisation, simplement partir et arrêter de Je te crois qu'on poser a des des questions. questions on a des questions qui Un sont, peu, qui s'en rapprochent pas mal, je crois. ouais, yes. Tu veux commencer par tes questions? Du coup, t'as des questions qui sont pas les miennes? Bah non, non, on va les De regrouper, choisir? hein. S'il y a des questions qui se ressemblent et tout, c'est pas mal, je pense, hein. Ok, vas-y, j'aurai les questions. Ah bah du coup, tiens, on peut faire le parallèle, il y a une question qui était intéressante et on peut faire le parallèle du coup sur la question qui a été faite, qui a été posée du coup par Alexandre. Est-ce que tu trouves que l'entraînement d'aujourd'hui s'est amélioré ou a régressé? C'est pas Ah oui. mal, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal du tout. Euh, Si j'y réponds là comme ça, je dirais que, encore une fois, pas facile, je dirais que ça dépend. Parce que si tu regardes vraiment certains entraînements de bodybuilder peut-être avant, je dirais peut-être que ça s'est un peu amélioré. Effectivement, sur les techniques, sur pas mal de choses. Effectivement, sur être beaucoup plus, faire un peu plus gaffe à certains mouvements. On se blesse aussi potentiellement moins, même si se blessait pas forcément tellement dans le temps. Mais je pense qu'il y a un peu aussi de la régression juste sur la recherche de vouloir en faire trop, faire le super optimal, etc., le machin et tout, pour potentiellement gagner du temps qu'en fait tu ne gagneras pas parce que ça reste l'expérience que tu gagneras sur 5 ans d'entraînement, bah, tu pourras pas l'acquérir sur 2 ans, même si tu lis pas mal de choses, même si tu fais pas mal de choses. C'est la même chose pour le coaching, c'est la même chose pour un physique, pour monter sur scène. Si tu as fait 6 compétitions, mais que derrière tu en as fait 18, bah, tu auras forcément plus d'expérience sur les 18 compétitions que sur les 6, même si tu as fait les 6 meilleures des compétitions. Donc c'est un petit peu la même chose. Je pense que ça dépend qui c'est que tu suis, ça dépend qui c'est que tu regardes. Effectivement, si tu restes vraiment bloqué sur potentiellement. Alors, est-ce qu'on balance des noms ou pas? Mais allez, on Ouais, va tu dire peux. les, Je t'en les, les fiche. personnes qui étaient vraiment, on va dire, connues sur YouTube un petit peu au début, potentiellement les mecs qui étaient ultra motivants, etc., les coachs, etc., ou ceux qui sont à deux et
et qui ont le temps dans leur prénom, etc., dans leur nom du coup sur YouTube. Si tu Là, regardes qui un peu commence ce qu'ils par disent Boji. encore maintenant, si tu regardes Cortan, si tu regardes encore ce qu'ils disent maintenant et ce que tu vois, ce que tu peux voir passer, que tu vois leurs entraînements, tu vois leurs conseils, tu te dis que si tu te concentres que sur ça, effectivement, t'évolueras pas. Tu vas régresser, c'est sûr et certain. Quand on entend qu'effectivement le hip thrust c'est que pour les femmes, etc. Par exemple, enfin, peut-être qu'ils disent plus ça, mais à l'époque, c'est ce que j'entendais, qu'effectivement, il faut avoir que des mouvements polyarticulaires dans sa séance, quasiment pas d'isolation, etc. Bref, si tu restes concentré là-dessus, tu vas régresser. Si par contre tu te concentres effectivement plus sur ce qu'on peut voir maintenant et qui donne de très bons conseils, euh, du côté anglais, du côté américain, même de plus en plus maintenant du côté français, etc., bah, je pense que tu auras plus une mentalité où effectivement l'entraînement il a évolué dans le bon sens. Donc voilà, ça dépend en fait juste, c'est toujours la même chose, ça dépend juste un peu de ton point de vue. C'est un peu comme effectivement bah, le coach potentiellement avec qui tu travailles. Si c'est un coach effectivement qui est assez old school et qui s'est pas forcément mis à la page et qui est encore sur mettre des dégressifs sur chaque exercice et ou alors se dire bah effectivement un naturel bah en fait une prep ça va être comme quelqu'un de dopé, tu vas pouvoir la faire en 3 mois, tu seras absolument écorché sur scène, t'inquiète, tu perdras pas de muscle. Bah en fait c'est un peu la même chose, ça dépend juste de ton point de vue. Ouais. Je pense que il y a un peu des deux. Il y a des personnes voilà, il y a des personnes qui ont toujours pas avancé, qui régressent même un petit peu, et des personnes justement où je pense que ça a pas mal avancé. Mais en règle générale, l'entraînement actuellement, et on le voit même sur les physiques, même au niveau naturel, on a quand même pas mal évolué. On le voit effectivement même sur les coachs, sur ce qu'on a appris, la façon de s'entraîner, les machines qu'on a maintenant. Ouais, Je c'est pense qu'on ça. a quand même plus progressé que régressé quand même. Ouais, je pense que aussi qu'on a plus progressé que régressé. C'est juste à regarder les physiques, en fait. En fait, à quel point les physiques maintenant sont impressionnants. Quand tu regardes le niveau Nati, tout simplement, en fait, d'il y a 10 ans, et le niveau Nati d'aujourd'hui, bah, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui a évolué, et les Même avant 10 connaissances. ans. Même avant. Oui, Même en oui, bien sûr, bien 2023, sûr. quand moi j'ai concouru, le niveau, il était pas, il était déjà bien, mais Bah c'est après, pas ces comme. mecs-là qui arrivent à ce moment-là, ben dis-toi qu'en 2023, ils s'entraînaient déjà sûrement comme ils s'entraînent maintenant. C'est ça. Simplement, bah, ils étaient dans le process et là, maintenant, ils sont aboutis. Ou en tout cas, ils sont arrivés là où ils sont. Mais ouais, je pense que ça a bien progressé parce que, bah, déjà, comme on l'a dit, la science est à prendre en compte et forcément, des fois, tu te rends compte que, bah, notamment en termes de risque de blessure, il y a des exercices qu'il faudrait peut-être mieux enlever. Des exercices comme le squat où tout le monde en faisait, bah, potentiellement, c'est pas la meilleure option pour toi parce que ça va pas faire progresser tes quadriceps comme tu le voudrais, c'est, tu vois, selon tes insertions, selon tes muscles, tu vas surtout prendre dans le fessier, potentiellement plus de risques de blessures, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de bons physiques et beaucoup plus de personnes qui font du bodybuilding, parce qu'également, il y a beaucoup moins de personnes qui se blessent tôt dans leur pratique et qui continuent. Et beaucoup de personnes, je pense, au début, faisaient du développé couché barre. De moins en moins, il y en a qui le font, à part si tu veux faire du power, du squat à la barre. De moins en moins, il y en a qui le font, à part si tu veux faire du power pareil. Et tout ça, c'est des exercices quand même qui peuvent, selon ta morpho, te blesser, ou en tout cas augmenter les risques de blessure, et te faire arrêter le body et te mettre à un autre sport, ou jouer aux échecs. Et, et au final, bah, toutes les personnes qui font maintenant une bonne chaise presse, un bon hack squat, etc., bah, ils auront exactement l'attention là où ils le veulent, ils auront les muscles comme ils le veulent après X temps, et ils auront le physique qu'ils veulent. Et tout ça, bah, simplement, c'est avec également l'avènement de nouvelles machines, l'avènement des connaissances, le savoir faire une prog. Avant, c'était les, la, la connaissance était assez compliquée, était pas facilement accessible. Comme tu disais, bah, tu allais sur YouTube et tu tombais sur Cortan et ben tu t'avais pas une prog qui était optimale, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de créateurs de contenu. Tu tombais aussi sur Baba. Sur sur Baba, moi j'adorais Baba. Vas-y, Baba. J'adorais Baba. Mais potentiellement, c'était ouais, c'était bien en vidéo YouTube. Après, tu pouvais pas forcément le mettre sur toi. Mais voilà, maintenant, il y a tellement de personnes, beaucoup de petits créateurs, beaucoup de gros créateurs, que ce soit anglais, français, américain, espagnol, italien. Enfin, t'as tellement le choix que si tu comprends et surtout si t'arrives à faire le tri entre ce que quelqu'un dit et la réalité, parce que tout le temps, ça sera dit sous son prisme à lui, de ce qu'il aime, de ce qu'il a vu, de son expérience, et toutes les expériences sont différentes. Personne n'a l'expérience universelle. Et si tu arrives à faire le tri, prendre les bonnes choses, etc., bah, tu peux facilement te construire un bon physique, une bonne programmation, comprendre comment ça marche et au final évoluer. Donc je pense que ça a amené que du bon. Maintenant, attention avec le surplus d'informations, parce que plus il y a d'informations, bah, plus il y a de conneries, mais plus il y a de bonnes choses. Maintenant,
Tu vois, un TikTok, t'as forcément beaucoup de bonnes choses parce qu'il y a beaucoup de contenu, il y a aussi beaucoup de conneries. À voir comment tu arrives à trier en fait. Et ça dépend de toi, de tes connaissances également, de À ton voir qui c'est que expérience. tu suis, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'au au final, plus d'informations, c'est toujours bénéfique. Parce que ça te met quand même plus de choix de faire ton tri. Maintenant, à toi d'être intelligent dans le tri. Et donc oui, je dirais que ça a quand même bien progressé. Maintenant, à voir ce que tu fais de ces informations, comment tu les utilises. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y avait du coup une question sur laquelle on peut rebondir par rapport à ça? Euh, Est-ce que tu en avais une ou est-ce qu'on peut passer à une autre qui en a absolument rien à voir? Non, je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut. Non, on peut passer une. Tu peux passer une autre, hein, t'inquiète, pas de souci. Ok. On va voir si on peut. À Euh, voir si on pourra toutes les faire ou si on les regroupe, on verra aussi. ok. Alors, on peut passer sur une question de Alexane qui nous demandait qu'est-ce qu'on pense des personnes qui s'entraînent 7 jours sur 7 en musculation et est-ce que c'est réalisable pour des natifs? Alors, est-ce que tu veux y répondre ou est-ce que je pourrais répondre et en sachant qu'on n'a pas préparé les questions, donc c'est vraiment du freestyle. Ouais, non, Euh, tu peux y répondre, je hein. pense, on avait vu passer ça avec le Corona Gym, je pense que tu vois de quoi je parle. La personne qui s'entraînait 19 fois par semaine, t'avais pas vu ça passer? Ah oui, 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 si, si, ok. Ouais, si, si, Ouais, je vois. ça, J'ai pas ça me trop, fait trop penser un peu suivi, à mais ça. effectivement, j'ai vu passer, ouais. Bon, là, c'est le hardcore du 7 jours sur 7, mais euh, est-ce que l'on peut s'entraîner 7 jours sur 7 en musculation? J'allais te dire que dans tous les cas, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Maintenant, à voir comment tu le fais. Est-ce que tu peux t'entraîner 7 jours sur 7? Oui, tu peux. Tout dépend de à quel point tes séances vont être longues. Une séance, c'est pas forcément 2 heures. C'est pas forcément 1 heure et demie. Ça peut être 45 minutes. Après, à voir pourquoi tu veux t'entraîner 7 jours sur 7. Pour moi, personne n'a besoin, en termes de niveau, de nécessité de mettre de la fréquence et du volume dans sa séance, dans sa semaine, de aller jusqu'à 7 fois et du coup, de splitter toute cette fréquence, son volume par muscle sur 7 jours. T'en as pas forcément besoin. Maintenant, est-ce que ton emploi du temps t'oblige à le faire? Si c'est le cas, ben, il faudra le faire parce que si tu veux avoir assez de volume, pouvoir mettre assez d'intensité, assez de performance, parce que je ne sais pas pourquoi tu peux t'entraîner que 40 minutes par jour ou 30 minutes, même si je trouve ça quand même court, si tu ne peux faire que ça, alors autant le faire et être sur ton optimal à toi et essayer de progresser là-dessus. Tant que tu as une base, que tu t'y tiens et que tu progresses sur cette base-là, tu auras des résultats physiques qui soient plus ou moins bons. Est-ce que c'est réalisable pour des natifs? Oui, tout à fait. Encore une fois, tout dépend de à quel point tu t'entraînes dur, à quel point tu te mets KO de jour en jour pour pouvoir quand même enchaîner l'entraînement sur le lendemain, à quel point ta récupération sur ta nuit, Ouais. sur ton job, etc. est éprouvant et du coup te permet de te donner sur une grosse séance jambes et ensuite entraîner et directement enchaîner sur un gros upper, entraîner ensuite sur encore les jambes ou quoi que ce soit, et enchaîner comme ça, comme ça, comme ça, parce que ouais, forcément, sur du 7 jours sur 7 tu dois tout le temps, mais de jour en jour, mettre à l'épreuve ton nerveux, etc. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que c'est faisable? Oui. Est-ce que tu auras les meilleurs résultats sur cette méthode-là? Pas forcément. À voir encore une fois, est-ce que tu es obligé de le faire, ou est-ce que tu aimes ça, ou est-ce que tu penses que c'est optimal? Pour moi, d'ailleurs, j'avais fait un post sur ça, le plus n'est jamais le mieux. Est-ce que tu t'entraînes 7 jours sur 7 parce que tu penses que t'entraîner plus souvent, ça t'apportera de meilleurs résultats? Non, parce qu'encore une fois, tes performances, tes gains musculaires vont absolument dépendre de ta récupération musculaire et nerveuse. Si tu n'en as pas assez, bah alors tu ne pourras pas performer de semaine en semaine, de séance en séance, et donc dans ce cas-là, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Et petite chose pour revenir à mon expérience personnelle, je sais que il y a eu des moments où je m'entraînais 7 jours sur 7, et des fois 6 jours sur 7, et au bout de 2 semaines, j'avais absolument plus envie de m'entraîner. Parce que quand tu t'entraînes très 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 dur, à l'époque, bon, potentiellement, je m'entraînais pas aussi dur, mais je trouve quand même que je m'entraînais dur en termes de volonté d'aller dans le set, loin, etc., l'intensité que je mettais. En tout cas, pour mon niveau, c'était dur. Je me rends compte que je m'entraînais quand même assez fort. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus, et simplement, je voulais même plus aller à l'entraînement parce que ma récupération n'était pas nécessaire. Et quand je t'entraîne dur, je pense que tu es d'accord avec moi. Et d'ailleurs, je crois que c'était hier que tu as mis un post ou une story comme ça où tu disais encore une séance où
ouf, demain je suis un jour de repos. Mais c'est exactement ça. Au bout d'un moment, tu t'entraînes tellement dur que tes jours de repos, tu les attends avec impatience et tu les chéris. Tu te dis, ah, demain je suis un jour de repos, je vais pouvoir lâcher un peu la pression, le nerveux, etc. Si tu n'as jamais ces jours de repos-là, t'es juste tout le temps dans le dur potentiellement. Un peu une mentalité no pain, no gain pour certaines personnes. Si tu vas t'entraîner 7 jours sur 7 pour aller toujours plus loin, plus fort, etc. Au bout d'un moment, tu vas lâcher, tu vas soit arrêter le bodybuilding, soit te blesser, soit Ouais, jamais ça, il faut, progresser il faut parce que vraiment, c'est vraiment extrême et il faut vraiment que toute ta routine, elle soit optimisée pour hmm, ça. Parce qu'en chose qui n'est règle pas le cas, je générale, il pense. faut vraiment que, voilà, ton muscle, il va vraiment, ton muscle va vraiment récupérer aussi sur les jours de repos et c'est là que tu vas construire aussi du muscle. Donc effectivement, il faut vraiment que ce soit bien conçu parce que si tu as fait les jambes vraiment de façon hardcore le mercredi et que le jeudi, par exemple, tu as un mouvement, tu as du push, bah, les jambes vont quand même rentrer dans le mouvement sur la stabilité, Ouais, donc c'est pas forcément top pour la récupération. Même sur le dos, au final, quand tu vas te mettre sur des mouvements où tu as besoin de te caler vraiment les pieds pour te bloquer, sauf si du même coup du tu fais du clean rowing. and flap, sauf si tu fais du clean and flap et du coup tu fais des trucs comme ça où tu mets tes mains dans tu mets tes mains dans des bras dans des foam rollers. Mais en soi, voilà, tu as toujours besoin un petit peu de, on va dire presque entre guillemets, de tous les muscles, même si c'est de l'isolation, au moins pour rester stable des fois, ça dépend. Donc en fait, ouais, c'est pas forcément une bonne chose. Et ça fait rebondir un peu sur la question du coup qui est suivante au niveau de la récupération, etc. Il y avait une question, c'était comment on fait quand on n'a pas le choix de pouvoir Ah oui, dormir plus de 5 6 heures à cause du taf training. Ça, c'est assez intéressant. Je pense que ouais, là-dessus, du coup, ça va être une question d'optimisation et du coup de temps. Le boulot, généralement, tu dors 5 6 heures, mais le samedi, dimanche, potentiellement, tu travailles pas, tu vois, plus ou moins. Donc moi, pour moi, ce qui serait le plus intéressant à faire dans ces moments-là, c'est déjà d'avoir un peu moins d'entraînement par semaine, viser peut-être 3 c'est bien, mais sinon viser, on va dire 4. Je pense que le mieux à faire, ça serait de se dire, tu t'entraînes samedi, tu t'entraînes dimanche. Parce que samedi, tu pourras dormir sans doute plus que 5 6 heures et du coup, bah, tu peux avoir un bon entraînement le samedi. Tu t'entraînes potentiellement le dimanche aussi parce que du coup, bah, tu pourras dormir plus et du coup, bah, tu pourras faire un bon entraînement. Après, effectivement, tu vas un petit peu moins dormir le lundi, donc ça va être compliqué. Et après, trouver, ben, soit potentiellement, tu te dis, ok, bah, je m'entraîne encore le lundi. Parce que du coup, tu as profité d'avoir fait une bonne nuit du coup le dimanche. Donc tu te dis, ok, bah, lundi, je suis pas trop mort, donc ça te fait enchaîner ça. Et après, il faut trouver un moment où tu peux placer un entraînement là où tu es un petit peu le moins KO. Peut-être qu'effectivement, ça serait enchaîner peut-être les quatre, même si c'est un peu compliqué, mais peut-être enchaîner effectivement les quatre et se dire, bah alors plutôt le mardi, parce que tu profites encore peut-être d'une nuit qui t'est pas trop mal le dimanche, tu arrives encore à encaisser sur le lundi et le mardi, ou alors la faire du coup le vendredi, parce que tu sais que le samedi derrière, tu vas dormir beaucoup. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est ça, parce que là, la question, c'était vraiment taf training. C'est pas genre vie personnelle. Donc, c'est pas genre à cause de ta vie personnelle, tu dois dormir que 5 6 heures. Moi, je pense que c'est ce que je ferais, c'est ce que je viserais. Même si c'est pas malheureusement ce que je conseillerais, mais si vraiment t'as pas le choix. Et vraiment faire en sorte de pas trop s'entraîner pour pouvoir rentrer bah, assez vite le soir et du coup pouvoir dormir un peu plus. Parce que si du coup c'est à cause du training que tu dors que 5 6 heures, c'est du coup ça veut dire que tu pourras potentiellement gratter peut-être 2 heures de sommeil la semaine si jamais tu rentres plus tôt. Donc autant faire ça. Si normalement tu te lèves, imaginons, à 5 heures et que du coup, bah, tu vas te coucher à minuit. Déjà, il faut être sûr de dormir au moins 5 heures. Ça veut dire peut-être ton entraînement, effectivement, il finit genre à 22h30, un truc comme ça, après le temps de tout faire. Donc, si tu peux déjà supprimer ça, et peut-être que tu vas rentrer à 20 heures. Potentiellement, bah, tu peux être au lit à 22 heures. Ça te fait déjà gagner pas mal de. Ça fait déjà gagner 2 heures en plus. Donc, tu es déjà plus vers les 7 heures, 8 heures. Je pense que moi, c'est ce que je ferais et ce que je conseillerais. ouais. À savoir que dans tous les cas, là, tu es dans un choix qui est sous-optimal. À voir à quel point ce choix-là, tu en es obligé. Je pars du Ouais. principe où la question est, c'est-à-dire que vraiment, tu as essayé de tout optimiser dans ta vie. Le trajet, le temps passé à être sur TikTok, à être à la télé, etc. Tu as vraiment tout optimisé et que après coup, ouais, tu peux pas plus. Soit parce que tu as un job qui te demande beaucoup de temps, soit parce que tu as beaucoup de temps de trajet, soit parce que bah, des fois, la vie familiale fait que bah, c'est quand même les obligations et tu peux pas non plus esquiver ta vie familiale. Hein. Si t'as des enfants, si t'as une vie famille, etc., bah, forcément, c'est quelque chose qui fait partie. Et donc, au final, t'as quand même 5 6 heures. Regarde déjà si t'as pas ça vraiment tout optimisé. Souvent, c'est ce qu'on on se rend pas compte que on passe tellement de temps à faire des choses inutiles ou des choses qu'on pourrait faire plus rapidement, etc. Si c'est le cas, comme l'a dit Flo, baisser ta fréquence d'entraînement, baisser tes durées de training, surtout si cette période-là de 5 6 heures, c'est momentané. Si c'est quelque chose que tu vas tenir sur toute ta vie ou sur une très longue période,
souvent, bah, c'est simplement ton taf ou ta vie qu'il faut remettre en question parce que tu ne vas pas tenir 5-6 heures Exactement. pendant 10 ans. Surtout si tes objectifs sportifs sont importants pour toi. Même au bout d'un moment, tu vas péter un câble parce que 5-6 heures, personne ne peut réellement dormir 5-6 heures. Ou alors si tu peux dormir 5-6 heures pendant 6 mois et au final, tu vas faire un burn-out et tu vas plus en pouvoir. Donc si c'est vraiment quelque chose que tu dois tenir longtemps, essaye de voir s'il n'y a pas des choses dans ta vie que tu dois améliorer là où tu es par rapport à ton taf tout court, des choix de vie, etc. Si c'est juste une période, réduis ton nombre d'entraînement, même des fois passer à 3 fois semaine. Si tu t'entraînes bien, tu as quand même assez de volume, tu pourras quand même bien évoluer, tu sais que c'est éphémère, tu vas faire le mieux à ce moment-là, et le but c'est quand même de quand même encore continuer à kiffer tes entraînements pour, une fois que cette période-là est passée, bah, repartir sur une bonne base et toujours avoir cette passion, et surtout ne pas se blesser, garder quand même de performance, ne pas perdre du muscle durant cette période-là. Et notamment pour des médecins, je sais que j'en ai dans mes coachés qui du coup des fois font des nuits de garde, etc. et qui bah, des fois doivent enchaîner 2-3 nuits de garde et tu sais déjà que tu vas dormir 1 à 2 heures, bah, essayer de pas s'entraîner le lendemain simplement et placer tes entraînements les jours comme dit Flo, les week-ends et à ce Ok. moment-là potentiellement tu en avais 4 à faire. T'as 2 ou 3 nuits de garde, bah, cette semaine on s'entraîne que 3 fois et c'est pas un problème. Euh, et également, il y a des gens également très très stressés qui dorment pas tout simplement parce qu'ils font des insomnies. Encore une fois, réduire le nombre d'entraînements, potentiellement réduire un peu l'intensité parce que ça peut te stresser plus qu'autre chose. Beaucoup d'entraînement est toujours dans le rush et ça va encore plus faire durer ton stress et augmenter tes insomnies, etc. Donc simplement, si c'est quelque chose qui est éphémère, qui dépend soit personnellement de ta santé mentale ou de ta situation pro à l'instant T, tu réduis, tu fais on va dire le minimum qui t'apporte des progrès et au bout d'un moment, ça va passer et tu pourras en repartir sur quelque chose de plus opti. Si c'est quelque chose qui doit durer dans le temps, il faut revoir tes choix de vie ou en tout cas essayer de... Si c'est quelque chose, encore une fois, le bodybuilding qui te tient à cœur, parce que c'est pas forcément le cas, hein. Je dis pas quitte ton job si tu peux pas t'entraîner de manière optimale. Je dis simplement, si c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur dans ton équilibre perso, essaie de voir s'il n'y a pas des choses à changer. Il y aura tout le temps forcément des choses à changer. Donc, euh, Effectivement, donc c'est ouais, ce voilà que tu pour as dit, ça. si vraiment tout a été optimisé, bah, le truc le plus extrême maintenant pour finir, c'est bah, change de job. Hein. Faut voir effectivement ta vie. Effectivement, bah, non, mais c'est ça, c'est un peu extrême, mais Ouais, ouais. effectivement, si vraiment c'est ça, bah, change Bon, de job parce que c'est pas juste une question d'entraînement, c'est aussi une question de santé. Si vraiment sur le très 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 long terme, tu dors que 5 6 heures, les risques potentiellement de maladies cardiovasculaires, ouais, de problèmes exact. cérébraux, de diabète, parce que du coup, bah, ton insuline, elle va être absolument pétée. Et vraiment, bah, moins tu dors, plus du coup, tu as des pourcentages de régulation d'insuline qui sont mauvaises, etc., bah, du coup, ça que du mauvais. Donc, effectivement, là, c'est Mm. plus une question d'entraînement ou de progression, c'est surtout aussi une question de santé et de bien-être sur le long terme. Parce que faire ça Ouais, potentiellement, même si c'est ta un job où vie. tu gagnes bien, faire ça pendant 20 30 ans, mais que derrière, du coup, tu arrives à la retraite si tu as de la chance, aller à 60, mais qu'en fait, à 61, bah, T'as tu une passes de tumeur? l'autre Ouais. côté, bah ouais, c'est un peu con, quoi. Ouais. Combien de fois, combien Même si, bien de sûr, chefs c'est ce qu'on te, d'entreprise on connaît? c'est ce qu'on te souhaite pas, bien sûr. Ouais, bien entendu. Souvent, bah, en fait, la santé mentale et tout ça, on se rend pas compte à quel point le sommeil, ça peut jouer sur notre santé sur le long Yes. terme. Et cancer, risque de cancer accru, risque de tumeur accrue, etc. Santé, productivité, tout ça, ouais. Ouais, ça, on Grave. s'en rend pas compte, mais au moment que ça pète, et ben, on se dit, est-ce que finalement, le chiffre d'affaires que j'ai fait supplémentaire, est-ce qu'il était vraiment si important que ça sur ma santé si je dois arrêter à 60 ans, tu vois? Bref. Euh, Prochaine question, comment gérer, du coup, ça, c'est un peu bah, le même sujet, enfin, ça y touche. Comment gérer sa fatigue nerveuse? Comment gérer la fatigue nerveuse? Comment gérer la fatigue nerveuse? On va prendre déjà à l'entraînement, comment gérer sa fatigue nerveuse. Ça peut être comme ça. Je sais pas, toi, tu voyais comment la question, mais je pense que la question était peut-être plus tournée comment gérer sa fatigue nerveuse dans Après, la c'est posé vie. c'est posé du coup par la même question et la Ah même oui, c'est personne vrai, que les 5 6 heures de exact. sommeil. Donc, je pense qu'effectivement, déjà, un peu plus de sommeil ou placer intelligemment les entraînements serait bien si on parle de son cas personnel. Si maintenant c'est par exemple la fatigue nerveuse sur l'entraînement, bah, je pense que tu as déjà pas mal parlé quand même durant le podcast sur potentiellement aller peut-être un petit peu moins loin dans l'effort, être sûr d'avoir une prog aussi qui est intelligemment placée. Parce que c'est sûr que si tu commences directement par potentiellement un très gros mouvement en début de séance et tu fous tout ton nerveux dessus, bah, ça va être compliqué du coup d'enchaîner toute la séance et du coup d'avoir quelque chose qui gère bien. Donc avoir des mouvements aussi qui sont bien placés pour être sûr qu'ils s'enchaînent correctement. Parce que ça, effectivement, on l'a pas Ouais, forcément dit, mais le nerveux, il va te servir à tenir la séance et il va surtout être là pour être sûr que bah, si la prog elle est bien faite, ça sera bien. Parce que si jamais elle est mal faite et que tu as potentiellement de la presse, du hack squat, du split squat, un front squat, etc., mais que tu n'arrives pas à les enchaîner, bah, faut revoir un petit peu peut-être l'ordre d'exercice ou le nombre de répétitions, etc.
voir ce qui est le plus intéressant. Il y a des personnes, effectivement, 3 sets de presse, ça va aller, et ce sera peut-être plus intelligent que faire 2 sets de hack squat, un set de presse, un set de split squat, etc. Donc en fait, ouais, la fatigue nerveuse, elle est ça. Après, il y a des volumes à mettre en place, mais la plupart du temps, la fatigue nerveuse, elle vient, selon moi, hein, de la routine. Si ta routine, elle est bien, généralement, comme par hasard, la fatigue nerveuse va mieux. Tu dors bien, tu manges correctement, t'as pas de stress. Ouais, tout à La fait. plupart du temps, quand la fatigue nerveuse est là, c'est à cause Le du stress. stress. Et le Ouais, le stress, la stress. plupart du temps, chez tout le monde, il est causé par, la plupart du temps, un manque d'organisation. Si tu es bien organisé, que tu sais à quoi vont ressembler tes journées, que tu sais à quoi va ressembler tout Tout à fait ça, d'accord. c'est OK. Alors effectivement, je sais que des fois, tu as potentiellement du stress qui va venir à l'extérieur. Parce qu'effectivement, tu arrives le matin au boulot, tu es bien, tu es content, et en fait, ton patron, bah, il t'a pris la tête et tu as dû faire 2 heures de plus, ça, tu peux rien y faire. Mais si par contre, ta bouffe, elle est prête, et que du coup, le reste est prévu dans ta journée, c'est bien, bah, tu peux le faire. Ou alors sinon, aller t'entraîner le matin. Mais en gros, effectivement, généralement, c'est un manque d'organisation, et si tout le reste est après organisé, Ouais. ça passe bien. Si t'as de la tranquillité d'esprit, t'as beaucoup moins de stress. Et après, comme t'as dit, c'est Yep. juste du stress extérieur. Et sinon, comment gérer sa fatigue nerveuse? Ça, c'est une discussion qu'on avait pu avoir, que j'avais eu sur Insta avec un ami. C'était la fatigue nerveuse sur ton entraînement. Elle doit être là, pas simplement pour... Enfin, ton nerveux sur l'entraînement, il doit pas être là simplement pour te permettre de pousser plus lourd. Il doit être là, en tout cas, selon ma vision des choses, pour casser un plafond de verre et te permettre d'aller loin dans l'effort, aller chercher un peu plus loin dans l'effort et casser un peu euh, cette fainéantise naturelle que ton corps a et que tu peux avoir simplement, ok, là j'ai pas forcément envie de me pousser, ton nerveux il est là pour casser ce plafond de verre. Maintenant, il ne faut pas aller sur notamment des gros sets en étant énervé, en étant allez sur vos sets, en étant calme. Je dis pas en étant détaché du set ou en étant en mode de je m'en foutiste, non, mais ton set, tu dois l'attaquer de manière calme, mais un calme serein, dans le sens où tu sais tu vas faire le job. Tu sais que si tu dois te mettre dans le rouge, tu sais que si tu dois perdre ton âme sur le set, tu vas le faire. Ok? Mais pas y aller avec le cœur qui bat, avec trop de peur. Tu dois avoir cette peur-là, mais avant le set, tu prends tout le temps qu'il te faut pour faire descendre cette pression. Tu sais que tu vas aller sur ton set, tu sais que ton souffle, s'il est bien géré, il va driver ton effort. Si tu gères bien ton souffle, tu ne dois pas avoir peur du set. Simplement, tu respires quand il faut respirer, tu souffles quand il faut souffler, et l'échec arrivera quand il arrivera. Mais ne partez pas avec... je vois des personnes qui partent avec un cœur qui bat à 2000, potentiellement qui vont crier dès leur première rep, etc. Tu peux te motiver avant, crier un peu avant, etc. Au moment où tu pars sur ton set, si c'est des gros sets, je parle bien de gros sets, même d'ailleurs tous les sets, tu dois être calme. Ton corps doit battre lentement, ton souffle doit être calme, parce que si tu pars directement en étant dans le rouge, eh ben, moi je vois le nerveux comme une jauge. Si tu pars avec ta jauge qui est directement quasiment au-dessus, enfin quasiment à bout, tu vas faire ta première rep, tu vas exploser, tu vas être à l'échec nerveux, tu vas pas pouvoir faire ton set. Et donc, pars avec la jauge de nerveux la plus basse, parce que tu sais que pendant tout ton set, elle va augmenter, 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 et tu dois la faire tenir jusqu'à la fin du set, et potentiellement la faire exploser à la fin sur la dernière rep, sur l'avant-dernière rep, et c'est ce qui va te permettre de faire une rep de plus. Mais si tu pars avec un nerveux qui est déjà KO parce que tu as peur, parce que tu es trop essoufflé, parce que tu as le cœur qui bat trop vite, alors c'est simplement tu vas faire du nerveux sur du nerveux sur du nerveux sur du nerveux, et au final, ben, tu ne vas déjà pas performer et tu vas être vraiment fatigué tout le temps, tout le temps. Donc, gérer bien son nerveux durant l'entraînement. Et comme je l'ai dit, des fois accepter que des séances sont un peu plus faciles, et des fois accepter de faire des séances un peu moins bonnes aussi. Voilà Vraiment. pour ça. Euh, hop, je Est-ce vais qu'il y regarder a, les questions que tu avais. est-ce qu'il y a encore une question qu'on peut prendre en restant vraiment sur l'entraînement? Je pense qu'on a vu pas mal de questions qui étaient pas mal pour le coup, hein. On a quoi, 4 là? Il y en a quatre, ouais. Je pense que c'est bien. Il y en avait une aussi sur l'entraînement. Après, peut-être qui peut être pas mal, c'est Hello, votre avis sur les séries de 100 pour un point faible déjà utilisé sur vous ou vos coachés. Je pense que c'est un peu c'est une question intéressante, mais souvent, ça sert pas forcément toujours à quelque chose, surtout si t'as pas forcément derrière vraiment beaucoup d'expérience et tu arriveras à mettre largement assez de séries et de volume avec un mouvement classique et par exemple 12 séries en tout par exemple ou ça dépend si c'est un gros muscle ou un petit muscle
par semaine, parce qu'après, il faut aussi voir ce que c'est comme muscle. Une série de 100, par exemple, sur le dos, une série de 100 sur les jambes, sera pas forcément la même chose qu'une série de 100, par exemple, sur les triceps ou sur les biceps. Donc moi, j'ai jamais forcément mis ça en place, je l'ai jamais forcément fait. Ouais, je pense que voilà, encore une fois, c'est une question de optimal et peut-être le suroptimal. Je pense qu'avec un mouvement classique de triceps, tu peux par exemple, si c'est les triceps ou les biceps, tu peux très bien réussir à avoir quelque chose de sans passer par ça. Ouais, tout à fait d'accord. Donc je pense que là, on a fait le tour des questions. Il y en avait d'autres qu'on traitera potentiellement dans d'autres podcasts, potentiellement refaire un peu un stock de questions Yep. pour potentiellement une autre vidéo simplement où on répond à vos questions. Donc pour ça, encore une fois, n'hésitez pas à poser lorsqu'on met des Q&A sur Instagram. Si on vous répond pas, comme ça peut être le cas aujourd'hui, on garde ces questions-là et on y répondra à un moment donné. Posez également vos questions dans les commentaires YouTube. Également, j'ai vu là ces derniers temps, il y avait quand même pas mal de commentaires sur le podcast sur Spotify. Alors, c'est pas Cool. quelque chose où je vais directement voir, mais si à un moment on doit aller chercher des questions pour refaire une Q&A, etc. en vidéo, j'irai chercher ça sur Spotify. Donc, vous pouvez également mettre sur Spotify, mettre également, comme d'habitude, un j'aime sur YouTube, mettre les 5 étoiles sur Spotify, vous abonner à la chaîne si c'est quelque chose que vous aimez, vous voulez continuer à avoir ce genre de conseils, ce genre de format-là. Et également nous suivre sur Instagram. En tous les cas, tout est dans la bio, que ça soit pour travailler avec nous, que ça soit pour nous suivre sur les réseaux, pour avoir plus de conseils par rapport à l'entraînement, par rapport au bodybuilding, par rapport à votre progression et prendre au sérieux votre progression. On a du coup nos chaînes YouTube, nos Instagram, la chaîne du podcast. Donc voilà, vous pouvez toujours avoir un peu plus de value si vous nous suivez sur ces différents réseaux. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Très content d'avoir fait ce huitième. Je pense que ça a aidé pas mal de personnes. Forcément, l'entraînement, ça touche beaucoup, beaucoup de choses. Peut-être seulement on fera d'autres vidéos sur l'entraînement pour parler de sujets dont on n'a pas eu le temps d'aborder là-dessus. Parce que voilà, forcément, il y a des choses qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Et si vous voulez qu'on aborde un certain sujet sur l'entraînement, comme d'habitude, vous pouvez nous le dire en commentaire. Et si c'est très pertinent et si on trouve ça également intéressant, on pourra le traiter sur un podcast. Merci à tous et à très vite. Salut à tous.